Bonsoir les exploratrices, bienvenue à toutes pour cet avant-dernier live du Festi Insta déjà. On a vécu tellement de choses ensemble, c'est magique. Je suis ravie de vous accueillir ce soir à nouveau avec la présence de Marie. Je sais que d'habitude les lives ils sont à midi, mais là avec Marie c'est à 18h parce que Marie est au Mexique et on va parler d'IVG sacré. Hop, super. Trop bien, vous commencez à arriver parce que c'est pas évident pour vous que soyez là quand on change d'horaire comme ça. Il est trop beau ce sujet en plus. Ah, c'est chouette de vous voir arriver, super. Alors Marie, du coup, j'attends que tu me fasses la demande, donc tu fais comme si tu écrivais un commentaire et tu vas pouvoir nous rejoindre. Vous allez découvrir donc Marie, chemin de naissance. Alors, c'est parti. J'ai très envie que ce soir, vous puissiez aussi... Ah, c'est bien. Donc Marie arrive. Donc oui, Marie, c'est vrai. Mon compte Instagram, mon IVG sacré, parce que tu as deux comptes Instagram. Tu as chemin de naissance et IVG sacré. Parce que Marie, elle est vraiment spécialisée autour de l'accompagnement des naissances de la femme, du féminin sacré, de tout ce qu'on vit dans nos périodes de vie. Coucou Marie. Salut Amandine. Waouh! C'est pas trop la classe, on est au Mexique. Ouais. On a du soleil, c'est chouette. T'es dans quelle ville au Mexique? Là, je suis à Playa del Carmen. Playa del Carmen. Je connais un peu. C'est vrai? Ouais, j'ai vécu 6 mois au Mexique quand j'étais plus jeune pour faire un semestre d'études. C'est magique. Génial, tu me raconteras ça. Ouais, et surtout, il y a aussi des accompagnantes, beaucoup aussi dans le féminin sacré en Amérique latine. Donc, je pense que ça doit être très inspirant pour toi. Ah ouais, c'est plein de ressources, c'est chouette. Mm. Ouais. Et Marie, je ne sais pas si le son marche bien. Je me demande si jamais tu as des écouteurs, si tu veux tester. Et j'ai pas ça. Ok, bah, on fera avec. Ouais. Comme les reporters à l'international quand on est loin. Et alors du coup, Marie, je raconte un peu ce qui s'est passé. Nous, on s'est rencontrés pendant la formation gardienne du ventre Ouais. avec Inès Gaïa. C'était il y a 4 ans. Et donc, c'était 2 ou 3 jours, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était sur la bénédiction d'utérus. Et toutes les femmes qui étaient là, on était toutes soucieuses du féminin sacré, de notre corps de femme, du respect l'une de l'autre. Donc, on a vécu des expériences. Et je me souviens notamment, moi, d'une expérience qui m'a vraiment bouleversée parce que j'ai l'impression qu'on s'est reconnu âme à âme à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où on marchait comme ça dans un cercle et on s'est arrêté pour regarder une personne en face de nous. Et je suis tombée en face de toi. Et en fait, on s'est vu dans les yeux. Et j'ai le souvenir corporel et dans mes sensations de nous deux, de notre regard. Ouais, c'était Et un ouais. peu pour moi aussi. Ouais. Mm. Et donc toi, tu es spécialisée, tu es doula, spécialisée dans l'accompagnement des Ouais. femmes. Pas forcément que les femmes qui ont la grossesse ou après avec le postpartum, mais aussi les femmes dans le féminin sacré qui ont envie de se reconstruire. C'est ça. Et donc tu travailles beaucoup autour des rituels aussi. Donc par exemple avec les Blessing Way. Ouais. Tu aimes bien les bains de vapeur vaginaux parce que même sur Ouais. ton site Chemin de naissance, on peut trouver les petites box, les petites boîtes pour faire son bain de vapeur vaginal. Je Exact. précise à toutes les personnes qui font les formations d'Ether d'Alma et que j'accompagne, du coup, nous, on propose toujours des méthodes, mais pour les faire soi-même, voilà. Et il y a des super produits qui existent et Marie, elle le propose en fait, cette petite boîte Ionistim que Louise des Herbes Conscientes en parle aussi parfois. Exact. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur ton parcours? Bah, tu as déjà pas mal résumé, mais effectivement, j'accompagne les femmes pendant la grossesse, à l'accouchement et en postnatal, mais j'accompagne aussi les femmes d'interruption de grossesse, que ce soit volontaire avec une IVG, une fausse couche, une IMG, une interruption médicale. Ça peut être aussi après tout l'accompagnement en préconception. Et puis un parcours de guérison autour de certaines problématiques en lien avec le féminin sacré, les rituels que j'affectionne beaucoup. Donc voilà, c'est assez vaste. C'est un accompagnement, on va dire, global de la femme dans sa reconnexion à son pouvoir. Voilà. Hmm. Merci Marie. Alors il y a Nalémie qui dit qu'il y a un écho, peut-être mettre des écouteurs ou baisser le son du micro. Ça peut être une tentative de baisser le Ouais, son du micro. je baisse, ça marche. On Est-ce peut, que on c'est peut mieux tester là? des trucs. Alors on teste, vas-y. Bon, bah, j'ai baissé le son du micro.
Est-ce que il y a moins d'écho? Alors moi j'ai l'impression que c'est mieux avec le son baissé. N'hésitez pas à nous le dire et n'hésitez pas en commentaire si des fois vous trouvez d'autres astuces parce que j'ai l'impression que le son c'est toujours le Ouais, souci à chaque fois dans tous les internets. Et on va y arriver. on va y arriver, ouais. Et, et alors merci, c'est bon. Oui, je voulais en profiter, vu qu'on est là ce soir, là on est 17 en ce moment en ligne en même temps. Super. N'hésitez pas à partager en même temps vos expériences de vie. Comme je l'ai dit la dernière fois, si vous avez des questions, souvent les questions arrivent vers la fin. On n'a pas le temps de répondre à tout. Donc Manon Doula, l'écho est toujours là. Alors moi je vais baisser aussi mon son pour voir, on va tester quelque chose. Et peut-être même... Non, moi je pense que c'est mieux si je laisse les écouteurs. Et est-ce que Nalémie, tu peux me dire s'il y a de l'écho quand moi je parle? Comme ça je sais si moi aussi je teste une autre méthode. Et merci à toi. Et donc du coup, n'hésitez pas, c'est parce que tu es loin, Nalémie. Tu dois connaître Marie, Nalémie, non? Non, ça me dit rien. Le pseudo, en tout cas, ne me dit rien. Ok. Et donc je disais, n'hésitez pas à partager vos expériences parce que en fait on va échanger, mais souvent quand on partage entre nous, c'est encore plus riche. Et nous on saura comme ça, voilà, on saura comme ça dans quel sens on va. Sachant que on a échangé un peu avec Marie avant de commencer sur l'IVG sacré. Et Marie, tu m'as dit qu'il y avait pas mal de sujets que tu avais envie d'aborder. Moi, j'ai envie de te poser une question déjà. Pourquoi IVG, donc interruption volontaire de grossesse, pourquoi mettre IVG à côté de sacré? Ouais, hein, ça fait bizarre au début. Alors en fait, le projet IVG Sacré, il est né de ma propre expérience d'avortement et de celle de mon amie Marianne avec qui j'ai créé IVG Sacré. On a choisi ce nom parce qu'on s'est aperçu quand on a vécu ces moments-là dans nos vies de femmes que c'était totalement dénué de cette dimension sacrée. Et en fait, nous, on a vécu ça comme ça et ça nous a vraiment permis voilà, de pouvoir en tirer une expérience positive. Et du coup, voilà, le mot sacré, il est devenu évident à associer avec cette expérience. Voilà. Donc, IVG sacré, ça sonnait bien et on s'est dit, on va partir de nos propres expériences personnelles pour créer au départ une page Instagram pour partager nos expériences et puis tout simplement inspirer les femmes qui vivent aussi des IVG. Et dans ma pratique professionnelle, je me suis souvent rendu compte que beaucoup de femmes vivent ça dans la solitude. Je vois des femmes qui viennent me voir pour une grossesse et puis quand on aborde un peu l'histoire, l'historique, le passé, il y a des expériences d'IVG qui ne sont pas du tout digérées, qui datent de plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment important de ramener du sacré dans cette expérience. Et avec Marianne, voilà, ce qui nous tenait à cœur à travers ce projet, c'était ça dans un premier temps. Il a grandi, ça a pris une ampleur un peu plus grande que ce qu'on imaginait. Mais on est ravis et voilà, et on se dit qu'il y a énormément à faire autour de cette thématique. Et est-ce que toi, du coup, en France, quand tu parles d'IVG sacré, tu es accueillie? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ce qui se passe en France en termes d'IVG? Ça intrigue. Alors, des personnes qui sont déjà un petit peu, on va dire, éveillées à toute cette dimension spirituelle et sacrée sont tout de suite très vite appelées par ce nom-là. Et puis, je reçois souvent des messages, mais IVG sacré, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Donc, quand j'explique, les gens disent, ah bah ouais, ok, je comprends. Voilà. Donc, il y a un petit peu des deux. Ça génère beaucoup de curiosité, mais on n'a jamais eu de retour négatif ou de questionnement. Voilà. Pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose de positif autour de notre projet. Les retours que j'ai, moi, sur l'IVG, des Ouais. amis qui on dit subir, hein, justement, un IVG, on dit pas vivre un IVG. C'est jamais un moment de fête. Mais des amis qui disent avoir subi des IVG, c'est qu'elles ont le sentiment d'avoir été violentées quand elles étaient à l'hôpital, de ne pas avoir été écoutées et d'être arrivées. On les pose dans un endroit, on leur explique pas ce qui se passe et après elles repartent. Et souvent, ça va entraîner une blessure à côté. Il y en a qui conscientisent que c'est pas du tout normal et du coup qui demandent à être accompagnés parce que là, elles voient qu'il y a un truc énorme. Mais il y en a d'autres qui repartent avec. Est-ce que tu dois entendre parler de ça parce que c'est ton sujet? Ouais. Il y a énormément d'expériences traumatiques autour de l'IVG. Il y a un gros travail de réparation à faire déjà pour toutes les femmes qui l'ont vécu voilà, dans les années ou les mois qui précèdent.
Et puis, il y a un gros travail d'accompagnement à faire quand une femme vient me voir avec un questionnement, avec une décision d'IVG à prendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le corps médical n'est pas forcément formé, mais c'est comme dans plein de thématiques. Je veux dire, autour de l'accouchement, on retrouve aussi ça avec les violences obstétricales. Et pour moi, c'est un peu le même sujet de base, c'est donner à la femme les outils et les informations pour se réapproprier son pouvoir et pouvoir décider de comment elle va vivre cette expérience, que ce soit un accouchement ou une interruption de grossesse qui est aussi un accouchement. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a du sacré là-dedans dans tout ça, mais il y a aussi vraiment, c'est aussi quelque part un acte militant pour que les femmes s'informent et puissent se réapproprier pleinement cette expérience et la vivre de manière douce. Donc voilà, ce projet, c'est vraiment pour réveiller les consciences à ça et que les femmes puissent voilà, faire un projet pour une IVG. Marianne en parle dans un des podcasts qu'on a fait où elle a décidé de mettre sa musique dans le bloc. C'était une IVG chirurgicale. Elle a été super bien accompagnée, elle l'a bien vécu, donc c'est possible. Il faut, voilà, il faut se positionner et émettre ses souhaits aussi. Voilà. Après, il y a des équipes qui sont plus bienveillantes que d'autres aussi, mais voilà, je pense qu'avant tout, le fait de savoir et de se reconnecter à soi, à son corps et comment on veut vivre cette expérience va déjà laisser un impact différent. Alors que si la femme n'est pas informée et qu'elle subit, on va avoir un gros travail de réparation derrière. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que conscientiser son IVG, ce n'est pas justement risqué dans le sens où tant qu'on se dit, tu vois, par exemple, on peut se dire, bah en fait, c'est juste un embryon et je l'enlève. Que quand on commence à conscientiser, on peut voir qu'en fait, c'est pas juste un embryon, c'est de la vie, c'est sacré, et que c'est autre chose. Est-ce que du coup, ça peut pas avoir un impact délétère de sacraliser? Bah, de mon point de vue, je ne pense pas. C'est sûr qu'on peut se dire, bon, bah, en fait, ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes, chacune va vivre l'expérience d'une manière différente. Il y en a pour qui, effectivement, c'est juste un embryon, c'est pas grave, voilà, on interrompt la grossesse et puis la vie continue. Et puis, j'observe aussi que malgré tout, même si ça a été vécu comme ça sur le moment, 10 ans après, ça ressort. Ou ça peut engendrer une problématique de fertilité aussi, avec une grossesse qui tarde à arriver. Voilà, il y a toujours des petites choses, ça laisse quand même des marques dans l'inconscient. Donc, je pense pas que ça soit délétère de sacraliser cette expérience. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt une bonne chose d'y mettre cette conscience et apporter ce regard-là. Voilà, il y a des femmes qui s'en privent aussi. Pour se protéger parce que elles se disent que c'est douloureux d'imaginer que derrière il y a une âne, qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Donc je pense que c'est là que l'accompagnement il est important et que le partage de nos expériences et des témoignages va pouvoir aider justement à cet éveil de conscience. Et je ne sais pas si tu as vu quand je t'ai présenté, j'ai dit que moi, ce sujet-là, mais il me fait vibrer, mais très 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 fort. Et pourtant, je n'ai jamais subi une IVG, j'ai jamais été enceinte. Et tu vois, il me prend au corps, il me prend aux tripes. Rien que dans le mot IVG sacré, ça résonne en moi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait autant de... J'ai l'impression de re-respirer, tu vois, qu'on ose parler de ce sujet, ça me fait une bouffée d'air en fait. Ouais, bah merci à toi d'ouvrir cet espace de parole parce que c'est, voilà, je pense que c'est une vraie chance de pouvoir parler de ça et que voilà, des femmes puissent entendre ce qu'on a à dire. Je pense que c'est important. Donc merci Amandine. Je regarde vos commentaires, n'hésitez pas à partager. Tu dis, maternité rayonnante, que c'est beau de donner un espace pour reconnaître cette expérience riche dans la vie d'une femme. Merci du fond du cœur. Et tu dis, Tiffany, que le mot violenter, tu es passée par la case boucherie. Ok, Ouais. dans la méthode, ouais. Maternité rayonnante, tu dis que c'est jamais un acte anodin. Oui. Complètement. Et ouais. que IVG sacré est à opposer à IVG de confort. Du coup, il y aurait une différence? Bah,
Pour moi, la manière dont je l'entends, effectivement, l'IVG, on va peut-être, enfin, l'IVG sacré, c'est vraiment la conscience de tout ce qu'il y a derrière et de tout ce que ça représente. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme ça que je le vois. Mm. Et ça veut dire que quand on vit une IVG sacrée, de ce que j'ai compris quand tu parlais de musique tout à l'heure, il y a des rituels. Mais est-ce que ça veut dire que derrière, il y a aussi, si tu dis comprendre ce que ça représente pour nous, ça veut dire qu'on doit plonger à l'intérieur de nous et qu'on peut pas faire, j'ai dit faire l'économie d'aller visiter ce que ça va activer comme blessure, comme émotion peut-être? Ouais. Mais en fait, j'aime bien comparer avec les étapes du deuil parce que quand il y a une IVG, il y a forcément un processus de deuil qui accompagne tout ça. Ouais. Et donc, souvent, la première étape, ça va être la découverte de cette grossesse qui va être vécue comme un choc, souvent parce qu'elle est inattendue, elle n'est pas prévue. Et puis après, il va y avoir toutes les étapes suivantes avec le déni, la colère, la résignation, la phase de dépression. Et puis en fait, quand on est en conscience et quand on est accompagné par quelqu'un qui peut nous transmettre voilà, un accompagnement, une guidance, on va pouvoir traverser toutes ces étapes en sachant ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Ouais. Et donc, c'est effectivement plonger dans son intériorité. Et quand je parle d'IVG sacré, c'est vraiment voilà, se connecter à cette âme qui c'est bruyant. Je vais peut-être trouver un autre endroit, excusez-moi. Moi aussi, j'ai bougé un peu. Ouais. Il y a du monde autour. Je regarde vos messages. Je m'excuse. On est en live. Hop. Je regarde vos messages. Si vous avez des expériences de vécu et d'émotions qui ont peut-être ressurgi au cours d'une IVG, de choses dont vous n'étiez même pas consciente, n'hésitez pas à partager. Et si vous voyez que, par exemple, vous avez vécu l'expérience il y a plusieurs années, mais comme si aujourd'hui il y avait un trauma, mais que vous ne savez pas l'identifier, mais qu'il se passe quelque chose au niveau du bassin, peut-être qu'avec vos mots, du coup, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Tu dis, maternité rayonnante, que selon toi, l'IVG de confort, c'est l'argument de ceux qui pensent que l'IVG est simple. Alors qu'en parlant d'IVG sacré, on rappelle que l'acte est conscientisé et respectueux de la vie. Oui, c'est très bien résumé. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, l'IVG sacré, donc pour moi, c'est voilà, prendre conscience de ces étapes que l'on va traverser. C'est aussi prendre conscience de toute la dimension spirituelle qui se produit à ce moment-là, avec l'incarnation d'une âme à l'intérieur de notre corps. Et puis c'est aussi voilà, être à l'écoute de notre corps et l'accompagner pour vivre cette étape en un espace de ralenti, de bien-être. Parce que ce que j'entends aussi, surtout pour les IVG médicamenteuses, les femmes vont prendre le comprimé et puis hop, le lendemain, on continue notre vie active. Donc c'est aussi s'autoriser à ralentir, s'autoriser à tout mettre en stand-by et à vraiment accompagner ce processus de retour en arrière de cette âme. Et puis voilà, avec certains rituels, avec certaines plantes, avec certaines pratiques, on peut vraiment vivre ça de manière consciente et de manière positive. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais moi, j'ai vraiment adoré vivre cette expérience d'IVG comme ça. Et je me suis sentie en gratitude, même à un moment donné, d'avoir pu être l'utérus qui a accueilli cette petite âme pendant plusieurs semaines. Et je pense que de vivre l'expérience de cette manière va faire que l'après va être beaucoup plus facile à gérer et à accepter. Voilà. Quand j'étais au Pérou, j'ai vécu une expérience, on était plein de femmes et il y avait plusieurs femmes dans le groupe qui avaient vécu une IVG, une ou plusieurs. Et donc elles étaient plus âgées et ça faisait longtemps, c'était pas récent. Mais à un moment, c'est ressorti chez toutes ces femmes. Et le chaman qui était avec nous, qui nous a accompagnés, nous a dit vous n'avez pas à avoir mal ou à le culpabiliser de ce que vous avez vécu. Souvent, les femmes le vivent mal, mais vous n'êtes pas responsable. L'âme, des fois, a choisi de venir en vous et de partir un peu plus tôt. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment ça le message qu'on veut transmettre, c'est qu'à un moment donné, l'âme qui s'incarne, elle sait qu'il y a cette possibilité de marche arrière. Elle sait que ses parents ont ce potentiel choix. Et une âme qui
qui veut s'accrocher, elle va tout faire pour rester, mais une âme qui doit partir, elle part et Mm. c'est OK. Et c'est peut-être le temps nécessaire, si ça a duré quelques semaines de gestation, le temps nécessaire qu'elle a eu besoin, elle, pour son parcours de vie, son cheminement, voilà, d'expérimenter la vie in utero pendant un laps de temps, et puis ensuite de repartir et de décider de revenir plus tard. Voilà, après, on n'a pas de vérité absolue sur ce sujet qui est assez subtil. Mais voilà, Mm. d'après moi, mes croyances, c'est vraiment, voilà, on peut être cet utérus qui va accueillir cette âme pour l'accompagner dans son temps choisi d'expérimentation dans la matière. Et, euh, et je trouve que de l'accompagner sur le retour avec beaucoup d'amour et beaucoup de conscience, c'est une expérience magique en fait. Mm. D'avoir ce point de vue-là dans cette expérience de vie, mais dans plein d'autres expériences de la vie aussi d'ailleurs, hein, permet vraiment de plus être dans cette position de victime, mais on est vraiment actrice de ce qu'on est en train de vivre à travers notre corps. C'est beau ce que tu dis de sortir du rôle de victime et de... C'est une autre posture en fait, c'est une posture dans sa relation à la vie. C'est une Tout à fait. posture, ouais, même d'humilité en quelque sorte, parce que on a été invité à autre chose. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu parlais de plantes tout à l'heure? Mhm. Est-ce qu'il y a des plantes qui, par exemple, le framboisier, c'est la plante un peu accoucheuse qui Mhm. prépare les muscles utérins, qui les lisse Ouais. avant un accouchement. Donc peut-être que c'est aussi une plante qui est préconisée pour Oui, tout une à fait. IVG. Le framboisier, c'est vraiment la plante alliée des femmes, donc on peut l'utiliser sans modération et en cas d'IVG sans Mm. problème. Après, pour vraiment interrompre la grossesse, c'est pas forcément la plante la plus efficace, mais on peut utiliser le persil qui contient énormément de vitamine C. En début de grossesse, un apport supplémentaire en vitamine C va aider le corps en fait à relâcher. On a les teintures mères aussi qui sont intéressantes. Je pense à la teinture mère de menthe pouillot qui est aussi voilà, un remède ancestral autour de l'IVG. Il y a la teinture mère d'Angélique officinale. Voilà, il y en a plein, je ne Mm. vais pas faire toute la liste, mais voilà, qui vont vraiment aider l'utérus à expulser en fait de manière naturelle. Donc dès qu'on découvre sa Mm. grossesse et qu'on a pris sa décision d'y mettre un terme, on peut tout de suite voilà, soutenir le processus avec des plantes. Et c'est tout à fait compatible avec une IVG médicamenteuse si besoin. Voilà, il y a la pratique du ionistim aussi qui est très intéressante à ce moment-là, de pratiquer des ionistim avant l'IVG pour préparer l'alcool, utiliser certaines plantes aussi à ce moment-là pour venir en soutien à l'interruption de grossesse. Donc voilà, moi, ce que j'ai observé dans ma propre expérience, c'est qu'à partir du moment où j'ai découvert ma grossesse qui n'était pas désirée, que j'ai décidé d'y mettre un terme, j'ai tout de suite pris les plantes pour soutenir mon corps. Et puis, j'ai quand même consulté un médecin pour aller recevoir une prescription de médicaments. Et en fait, la veille de prendre le médicament, j'ai commencé à saigner spontanément. Voilà. Donc après, j'ai quand même fait le choix à ce moment-là de prendre le médicament pour tout bien expulser. Et à l'échographie de contrôle, quelques semaines plus tard, il se trouve que je n'avais pas tout expulsé, qu'il y avait encore des résidus. Et j'ai fait le choix voilà, de laisser mon corps se nettoyer avec le retour de mon cycle un peu plus tard. Et ça s'est fait voilà, sans souci, sans encombre. Mais voilà, c'était ce petit bout que je retenais aussi. J'ai compris après voilà, que c'était le temps d'acceptation de laisser partir tout ça. Et puis, quand je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'IVG sacré, je parle encore de mon expérience. Ce qui a été vraiment fort et important pour moi au moment où je l'ai vécu, c'est que j'étais chez moi, j'étais avec mon conjoint, on avait vraiment préparé ce moment, cet instant. Mm. Voilà, cocooning, ma fille n'était pas présente à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de ce temps pour moi. Et au moment de l'expulsion de l'embryon, je l'ai senti. Et à ce moment-là, ça m'a paru complètement impensable de le laisser partir aux toilettes et de tirer la chasse. Je parle cru, mais... Et du coup, j'ai décidé de le récupérer et je l'ai enveloppé dans un petit tissu. Et on a décidé avec mon conjoint d'aller organiser un petit rituel, comme des funérailles en fait, dans la Mm. forêt, pour l'honorer, pour le remercier de tout ce qu'on avait traversé ensemble. Et je pensais le faire dans les jours qui suivent.
Et j'avais mis le petit tissu dans mon sac, je me souviens. Et puis, en fait, je l'ai gardé au moins une dizaine de jours. Il était avec moi tout le temps. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, c'était pas du tout prévu. Il allait faire nuit, c'était pas. Mais j'ai senti que c'était à ce moment-là. Et je lui ai dit, bah viens, on y va, c'est maintenant. Et on est parti, on est allé dans la forêt, on a trouvé un endroit qui nous convenait à tous les deux et on a fait ce petit rituel. J'avais emmené mon tambour, on a chanté. Enfin, chacun, voilà, s'est recueilli à sa manière. Et ça a été vraiment à l'issue de ces 10 jours la clôture en fait de toute cette expérience qu'on a traversée ensemble. Donc après, chacun vit ce moment-là à sa manière, mais pour moi, voilà, ça a été une belle expérience de le vivre comme ça. Merci pour ton partage parce que moi je me souviens d'une personne que j'avais accompagnée qui avait raconté, on était dans un cercle à un moment et elle avait raconté comment elle avait vécu son IVG, bah voilà, on lui avait juste donné un médicament, qu'elle était rentrée chez elle et qu'en fait c'était tombé dans les toilettes. Et du coup ça a été un traumatisme et très très mal vécu et elle le racontait avec beaucoup d'horreur et elle le comprenait même pas parce que elle a subi l'événement, vu qu'elle n'avait jamais vécu d'IVG, elle ne savait pas à quoi s'attendre. Et comme elle manquait d'explications, elle s'est retrouvée dépossédée un peu de son histoire. Et quand elle a vu ce qui s'est passé et que c'était tombé dans les toilettes, alors quelqu'un aurait pu lui dire, bah oui, c'est évident que ça allait tomber dans les toilettes. Mais non, en fait, on ne sait pas tant qu'on vit pas les choses. On se rend pas compte, je pense. Même à moi, avant qu'elle me le raconte, ça me paraissait impensable. En fait, on me l'avait jamais raconté comme ça dans les détails. Et je n'imaginais pas qu'on donnait un médicament aux femmes et qu'elles allaient éjecter leur bébé dans les toilettes. Je trouve ça choquant en fait. Mais c'est vrai que si on n'a pas posé les mots et qu'on ne l'a pas imaginé avant, quand tu connais pas du tout et qu'on t'explique pas, ça peut vraiment laisser une empreinte traumatique. C'est violent de vivre ça comme ça. Ouais. Et même moi, qui suis pourtant déjà relativement informée, qui suis dans ce milieu-là, j'y ai pensé que au moment où c'est arrivé en fait. À aucun moment avant, je me suis dit, ah tiens, alors au moment où l'embryon va sortir, qu'est-ce que je vais faire? Ça s'est fait parce que j'étais aux toilettes et qu'à ce moment-là, j'ai senti et que j'ai pu voir sur le papier que c'était ça. Mais à aucun moment, j'avais préparé de le récupérer en fait. Et c'est en le voyant, je me suis dit, ah, mais c'est pas possible. Du coup, je l'ai gardé et ça s'est fait spontanément. Mais je comprends que ça soit un vrai choc quand tu n'es pas informé et qu'en plus, voilà, l'embryon s'en va. C'est assez violent, ouais. Et donc aujourd'hui, on peut retrouver des informations avec ton podcast, le podcast que vous avez fait à deux, du coup, Ouais, alors le IVG podcast Sacré. n'est pas encore prêt. Il est en cours de préparation. On récolte actuellement avec Marianne des témoignages de femmes, voilà, qui veulent partager leur expérience d'IVG, d'IVG sacré aussi, voilà, parce qu'on a beaucoup de témoignages qu'on reçoit qui sont traumatiques, de femmes qui l'ont vécu de manière assez compliquée. Et voilà, et l'idée du podcast, c'est vraiment de diffuser ces témoignages et ces récits et que les femmes puissent l'écouter, s'en imprégner et s'inspirer. Et même si elle ne va pas vivre l'expérience elle-même, voilà, qu'elle puisse en parler à son amie, à sa sœur, à sa cousine et qu'on puisse savoir qu'il y a une manière différente de vivre cette expérience dans la vie d'une femme. Ok, donc il y a le podcast. Et si les personnes ont besoin d'être accompagnées en ce moment, du coup, tu penses que c'est... Donc toi, tu accompagnes par exemple sur l'IVG. Alors du coup, il y a le compte Instagram qui fait un peu, entre guillemets, vitrine, avec des photos et puis des partages autour des plantes, de la spiritualité, des aspects plus techniques de comment ça se passe une IVG médicamenteuse, une chirurgicale. Et puis après, pour l'accompagnement, on va dire, plus personnalisé, avec Marianne, on propose, voilà, si les femmes sont dans notre région, on va se rencontrer et on va proposer un accompagnement. Sinon, on le fait aussi maintenant à distance, voilà, en visio, pour déjà créer un espace d'écoute pour que la femme puisse déposer. Parce que ce n'est pas toujours évident pour les femmes non plus de faire le choix d'interrompre cette grossesse. Parfois, elles sont tiraillées par rapport à leur relation, par rapport à l'environnement familial, la situation professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment d'accueillir la parole sans aucun jugement, sans aucun... voilà, juste les écouter tout simplement. Et puis le fait de pouvoir déposer et se laisser un temps de réflexion va les aider parfois à décider ce qui est le mieux pour elles.
et surtout à lever la culpabilité. C'est surtout ce qui revient dans, dans les témoignages, c'est que même si elles sont OK avec la décision, qu'elles vivent cette expérience, il y a toujours une pointe de culpabilité qui revient derrière très souvent. Donc, on va aussi proposer un accompagnement pour gérer cette culpabilité qui peut émerger, comprendre d'où ça vient. Et puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup aller voir, c'est tout l'aspect transgénérationnel dans l'arbre, parce que voilà, c'est pas anodin de vivre une IVG. Il y a aussi tout un tas de messages en lien avec notre histoire, avec ce que les femmes de notre lignée ont pu vivre. Et quand on commence un petit peu à décortiquer, on trouve assez rapidement des événements qui remontent à quelques générations qui sont en écho avec cette expérience que la femme vient de traverser. Hmm. Est-ce que, du coup, n'hésitez pas, j'en profite si vous avez... Ah, bah, je regarde ici, il y a des questions ou des partages. Et après, je te poserai une question par rapport au transgénérationnel. Euh, il y a Tiffany qui dit, nous avons fait un rituel post-IVG avec mon chéri, une boîte avec tout ce qui nous ramenait à cette étape de vie, chacun une lettre, une bougie, un moment de silence et le partage de nos émotions. Ouais, c'est C'est beau de super. le faire en couple, hein. On partage, merci pour le commentaire, parce que c'est effectivement quelque chose qu'on peut faire sans prescription. Si l'IVG a eu lieu il y a 10 ans, mais vous voulez faire un rituel de réparation et que vous ne l'avez pas fait le moment venu, c'est super puissant de le faire aussi. Donc, c'est jamais trop tard, et ça, c'est important de le dire. Voilà, soyez, soyez autonome, soyez créatif, voilà, pour pouvoir créer le rituel qui vous ressemble. Entouré de personnes bienveillantes, toujours, c'est super important. Si votre conjoint il est ouvert, faites-le avec. Sinon, ça peut être avec une amie. Ça peut être seul si vous voulez être seul. Ça peut être avec une doula. Enfin, vraiment, c'est hyper important, ces actes symboliques, pour venir réparer l'expérience, même des années plus tard. Merci Marie, parce que ça résonne beaucoup avec le message que je viens de lire d'Aline, qui dit comment j'aurais aimé avoir connaissance de tout cela il y a quelques semaines. Et donc, ouais. Trop tard, Aline. Ouais. En fait, on peut se connecter. Ce que tu veux dire, c'est que de toute façon, là, on est sur des couches subtiles aussi, en quelque sorte, et notamment quand on ritualise. Donc, il n'y a plus d'espace-temps. Et que si on se connecte, on peut avoir accès aussi. Tout à fait, oui, oui, oui. Voilà, la symbolique de la bougie, faire des méditations, se connecter à cette âme qui s'est incarnée en vous. Voilà, ça, il n'y a pas de prescription dans le temps, il n'y a pas de limite. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment, vraiment. Et faites-le si ça vous appelle, c'est vraiment très beau à vivre. Et Aline me demande, tu es dans quelle région? Elle nous demande. Et en Haute-Savoie, à Annecy. Aline, qui pose la question, est une spécialiste de l'accompagnement de l'endométriose. Donc Aline, je te conseille aussi d'aller voir le site Chemin de naissance parce que tu verras qu'il y a plein de petites choses. Tu as même une boutique. Et donc du coup, je me dis que ça va te plaire aussi de regarder. Alors, je regarde. Oui. Et Tiffany, super. Tiffany qui est à Annecy, super. Ok, c'est chouette. Est-ce que tu as des livres à conseiller à ce sujet? Est-ce qu'il y a des livres qui existent, par exemple? Non, pas à ma connaissance. Pas, qui traitent de ce sujet avec ce regard. Là, non, j'en connais pas. Par contre, il y a un livre que j'aime bien. Il y a plusieurs livres en fait qui regroupent certains morceaux. Donc, par exemple, pour le transgénérationnel, j'aime beaucoup le livre d'Ariane Sekia, qui est une sage-femme. Ça s'appelle Message d'une sage-femme pour la naissance libre. Le titre ne correspond pas forcément au contenu, mais il y a beaucoup d'informations très, très chouettes en lien avec elle, et elle aborde aussi la question de l'IVG, de la myosynthèse, de la fausse couche. Enfin, voilà, c'est plus large. Il y a aussi le livre pour tout ce qui est plus spiritualité et incarnation de l'âme, le livre de Sylvie Ouellet, Bienvenue sur Terre, qui est aussi une belle référence. Et puis après, pour tout ce qui est plantes, moi j'aime beaucoup le livre de Samson Weed qui s'appelle de vie. Voilà. Ouais. Le top 3 que je peux recommander. Elle est superbe, cette femme. C'est une femme qui a 60-70 ans maintenant. Ouais, plutôt jeune, ouais. Qui est aux États-Unis, qui fait des formations en ligne d'ailleurs.
Et c'est la grande spécialiste des plantes. Mm. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources dans son livre. Bon, elle aborde surtout la maternité, mais il y a quelques recommandations justement pour l'interruption de la grossesse. Et de ce que j'ai compris, tout à l'heure, tu parlais d'une plante qui peut aider. Et alors, attends, c'était la menthe pouliot. Oui, Pour information, donc la menthe pouliot, moi j'étais formatrice avant en aromathérapie et donc on la déconseille pour les femmes enceintes ouais. forcément parce dedans il y a plein de corps cétoniques et c'est ça qui va être provoquer l'avortement. En gros, si des femmes en prennent plus, mais ça provoque un peu l'évacuation. Et je parle de ça pourquoi? Parce que à l'époque, donc tu dois le savoir dans la médecine ancestrale, mais à l'époque les femmes elles n'avaient pas un médicament pour avorter, donc du coup elles utilisaient des plantes. Et une des plantes les plus connues, c'est la rue, qui est interdite aujourd'hui en France. On pourrait pas. Mais je connais certaines personnes. Voilà, mais je dirais pas qui. Hein. Même si on m'enchaîne, je ne dirais pas qui. Mais qui le font. Parce que c'est des trucs de sorcières qu'il faut garder entre nous. Et même si c'est totalement illégal, j'aime bien en parler quand même parce qu'avant les femmes avaient des plantes quand même pour s'aider. Seulement la rue, c'est une plante qui, pareil, tout ce qui est un peu abortif, c'est neurotoxique. Donc on ne peut pas utiliser les plantes n'importe comment. La menthe pouliot, par exemple, bien sûr, elle est abortive, mais elle est neurotoxique. Donc il ne faudrait pas créer des lésions quand même au niveau du cerveau en sachant mal l'utiliser. Je parle là de l'huile essentielle. Je pense qu'en teinture mère, c'est pas pareil. Mais la rue, du coup, aujourd'hui, elle est plus utilisée parce qu'elle est dangereuse, mais elle est dangereuse parce qu'on a perdu notre savoir dessus. Est-ce que toi, tu as entendu des histoires comme ça sur des trucs qu'on n'a pas le droit de dire, mais qu'on a quand même envie de partager entre femmes? C'est des petites astuces de femmes. Par exemple, je sais que le persil peut être utilisé en voie interne, en voie vaginale. Un petit bouquet de persil, voilà, pour accompagner l'IVG. Après, moi, je recommande souvent les mêmes plantes parce que je connais les dosages et je sais que c'est safe. Je veux dire que l'herboristerie, c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Je pense que tu es bien plus informé que moi sur ce sujet. Mais voilà, la menthe pouillot, la teinture tout en teinture mère, voilà, avec un certain dosage, sont des plantes que je recommande. Après, non, j'ai pas spécialement à part ce bouquet de persil en voie interne, j'ai pas de petites histoires croustillantes en lien avec les plantes. Ouais. J'ai une autre histoire à te partager. J'ai fait un stage pendant 15 jours chez une sorcière. Donc c'est vraiment une femme qui produit des plantes médicinales et qui est sorcière. Et on a passé, je sais pas, 2 jours, je pense, à ramasser des graines de carottes sauvages. Mm. Et donc je lui ai dit, mais pourquoi on en ramasse autant? Elle m'a dit, on fait les provisions pour l'hiver, pour tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a des femmes qui ont pris des risques et qui se disent, ah peut-être que je suis enceinte, mais je suis pas sûre, et qui le craignent, eh ben elle l'appelle ou elle lui envoie un Ouais. courrier. Et cette personne leur envoie par la poste des graines de carottes. Et elles doivent en manger 40 ou 50, vraiment en croquant bien. Et donc ça va aider au niveau de l'utérus à se contracter, au niveau du col de l'utérus, enfin bon, bref, les contractions au niveau du bassin. Souvent les graines de carotte, on m'a dit que ça marchait bien quand c'était quelques jours quand même après l'ovulation, qu'il fallait pas attendre trop longtemps. Mhm. Mais voilà, je te partage ça parce que je trouve que Et c'est des savoirs j'ai déjà ancestraux. entendu ça, ouais. J'ai déjà dû le lire Ouais. sur des forums et effectivement, c'est super chouette. Et je pense que il y a tout un travail de reconnaissance et de réappropriation à faire dans l'usage de ces plantes-là pour la féminité, quoi. C'est Mm. passionnant, mais c'est un vrai sujet pointu à étudier. Mm. Il y a une question. Euh, donc, Devisti, je sais pas comment on dit. Est-ce que selon vous, c'est moins traumatisant d'effectuer l'acte en anesthésie générale, intervention pour une proche la semaine prochaine? Je ne peux pas donner de réponse toute faite à cette question. Ça dépend tellement de chaque femme et de son histoire. Je rebondis encore sur l'expérience de Marianne, par exemple. Marianne, dans son histoire, elle avait vécu une fausse couche où elle avait dû prendre des médicaments et ça s'était très mal passé. Elle avait eu d'énormes douleurs. Et donc pour elle, quand elle a dû subir cette IVG, la vivre, il n'était pas question de reprendre des médicaments. Donc elle a fait le choix d'une IVG chirurgicale à ce moment-là, pas sous anesthésie générale, mais parce que voilà, là où elle en était à ce moment-là dans sa vie avec son histoire, c'était compliqué de faire autrement. Voilà, c'était pour elle le meilleur moyen de mettre un terme à cette grossesse et c'est ok en fait. Je
pense que chaque femme doit se poser la question de qu'est-ce qui est le plus adapté à elle. Et puis voilà, si c'est une anesthésie générale, bah, c'est OK, si c'est OK pour la femme. Et peut-être voilà, comprendre pourquoi elle veut vivre ça comme ça, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière derrière, pour qu'il y ait un travail de compréhension et de conscientisation pour accompagner tout ça. Mais Hmm. tout est juste, quoi qu'il arrive. Voilà. Tu dis que ça dépend de son histoire. Pour revenir sur le transgénérationnel, Ouais. tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des schémas quand même qui revenaient lorsque, Mhm. parce que l'IVG, c'est combien déjà les statistiques d'IVG en France? Ben là, les derniers chiffres sur 2019, on est à 232 000 IVG dans l'année. Donc, les chiffres sont les plus hauts depuis que la loi a été votée par Simone Veil en 75. Donc là, on a vraiment une augmentation du taux d'IVG en France. Et les IVG médicamenteuses représentent environ 70% et les chirurgicales 30%. Ok. Voilà. Euh, Là, vu que tu viens de dire ça, que le chiffre il est en hausse, je fais une petite parenthèse. J'ai vu un pharmacien il y a 3 mois à peu près, et donc je suis venue lui demander un spéculum. Ouais. Donc il m'a demandé pourquoi je voulais un spéculum. Et je lui dis, ben voilà, c'est pour mon travail, je suis conseillère en contraception naturelle, en symptothermie. Et j'aime bien inviter chaque femme à explorer son col de l'utérus. Donc je veux un spéculum. Et en gros, il m'a dit, oh, vous m'embêtez, hein, parce que franchement, en ce moment, il y a de plus en plus de jeunes filles qui ne veulent pas prendre de contraception, qui font sur les applications en contraception naturelle. Et du coup, il y en a de plus en plus qui viennent chercher la pilule du lendemain. Et on la prend comme un bonbon et j'en peux plus. Il me dit ça, il me titille en fait. Et donc je lui réponds, je lui dis, bah moi je suis d'accord avec vous et justement je suis là pour accompagner toutes ces femmes, en gros qui ne veulent plus de la pilule, mais pour professionnaliser la contraception naturelle. Et c'est pas une application qui va nous dire si on est fertile ou non. On doit se suivre en fait et se connaître. On peut pas laisser un applicatif décider pour nous parce qu'après il y a des risques. Et donc ça me fait penser, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ça, c'est que là on est sur la voie de les femmes ont vraiment, elles en ont marre de la pilule. Je reçois des jeunes filles, elles me disent mais moi je veux pas la pilule, c'est un truc de vieux quoi. Enfin comment les femmes ont accepté de prendre la pilule? Et je dis oui, mais du coup ça nécessite de ouais. Et c'est juste parce que dans les statistiques, on voit que les taux sont plus élevés chez la tranche d'âge 20-28 ans, je crois. Hmm. C'est là où il y a le plus grand nombre d'IVG, oui. Donc oui, Hmm. parce qu'il y a tout un travail de sensibilisation à faire avant et de reconnexion à son corps autour de la fertilité qui est énorme. Hmm. Et pour revenir vers le transgénérationnel, donc il y a Tiffany qui dit, ma grand-mère a eu une grossesse indésirée, d'où est née ma mère, et mes parents ne me désiraient pas non plus. Je suis donc la première à avoir interrompu une grossesse indésirée. Ouais. Donc là, elle est venue casser un schéma en fait dans sa lignée qui se répète. Un enfant qui arrive, on l'accepte, voilà, on se sacrifie, on subit. Et elle, par son positionnement, elle est venue briser ce schéma répétitif dans son histoire. Voilà. Bon, brièvement, il y a peut-être d'autres choses, hein, mais là, de ce que je peux entendre, c'est ce qu'on peut observer dans son témoignage. Je vois aussi pour ma part, hein, c'était pas forcément dans mon histoire, voilà, c'était des histoires de femmes sacrifices en fait. Pas forcément dans la maternité, mais c'est des femmes qui n'ont pas du tout voilà, exploité leur potentiel, qui étaient complètement soumises avec des hommes violents. Et j'ai compris quand j'ai décidé de mettre un terme à ma grossesse que je venais casser aussi ce schéma-là en décidant moi de me réapproprier mon pouvoir. Et en fait, c'était un moment de ma vie où j'étais en train d'exploser, on va dire, au niveau professionnel. J'avais plein d'opportunités, j'étais en train de m'accomplir et de me réaliser. Et donc, si je devais poursuivre cette grossesse à ce moment-là, j'aurais dû tout mettre en stand-by. Et en fait, c'était pas juste pour moi à ce moment-là. Et j'ai compris après, en faisant ce travail d'enquête, que j'étais en fait tout simplement venue redonner le pouvoir aux femmes de m'aligner en me choisissant moi plutôt que de choisir une grossesse à poursuivre. Voilà. Hmm. Donc ça peut prendre vraiment différentes formes et c'est assez complexe, mais selon les histoires de chacune, voilà, dans l'arbre, on est quand même issu de générations de femmes qui se sont sacrifiées, donc on porte beaucoup. Et c'est vrai que quand il y a une IVG, même une fausse couche,
c'est toujours une bénédiction quelque part parce que ça vient libérer quelque chose. Mm. Voilà. Et est-ce que tu différencies, comment tu différencies plutôt, ou comment tu rapproches l'IVG de la fausse couche? Euh, Complexe, hein? ouais, c'est complexe. C'est pas une question simple. Euh, Surtout qu'elle va pas avoir le même impact sur le vécu et l'émotionnel de la femme. Voilà. Mm. Et encore là, encore une fois, il y a énormément de travail à faire sur la vision qu'on a de la vie et des choses. J'ai fait un stage une fois avec un homme sage-femme colombien qui est juste exceptionnel, qui s'appelle Mm. Romero, et qui nous expliquait qu'en fait, dans sa culture, dans sa vision des choses, dans son pays, la fausse couche, en fait, c'est physiologique. Ça fait partie de la vie et que depuis la nuit des temps, les femmes font des fausses couches et qu'il y a une raison à ça, c'est que l'utérus se prépare, qu'il y a quelque chose qui se nettoie et que c'est OK. Et tout comme l'IVG, on peut être en gratitude complètement de dire, bon bah voilà, j'ai accueilli cette âme, elle est venue faire son petit bout de chemin pendant 3-4 semaines, un mois, 2 mois, hop, elle est repartie, j'ai vécu cette expérience avec elle, c'était beau, ça s'arrête, c'est difficile, mais aussi on est dans une société où pour se sentir bien dans sa vie, on a besoin de posséder quelque part. On a besoin de. Il y a cette notion d'attachement en fait qui est dans notre culture et dans notre société qui est très présente. Et donc du coup, voilà, ça demande vraiment de se repositionner, d'avoir un regard différent sur notre façon d'être, notre façon d'appréhender la vie et se dire, bah ok, voilà, je suis juste quelque part le corps physique qui permet à une âme de venir. Si elle veut rester, je l'accueille. Si elle veut pas, ben c'est ok, c'est la vie. Voilà. Et du coup, je peux entendre que ça sera très compliqué de faire preuve d'autant de détachement. Mais voilà, ça va encore une fois toucher des blessures de notre histoire. Voilà, souvent, quand on a besoin de posséder, d'être dans une relation d'attachement très forte, c'est que ça vient. C'est pas une. Comment dire ah mince, je perds mes mots. C'est pas une remarque négative, mais c'est juste un mécanisme qu'on a mis en place pour se protéger en lien avec une souffrance et une blessure dans notre histoire. Donc voilà, encore une fois, c'est une invitation en fait à aller à l'intérieur de soi et aller guérir nos blessures, à avancer, Mm. à évoluer. Chaque expérience de vie, aussi douloureuse soit-elle, a toujours un enseignement à nous transmettre. Et donc du coup, bah voilà, de voir les choses de cette manière permet vraiment d'être dans la création et dans la résilience et de pouvoir bah, avancer sur son chemin de vie. Enfin voilà, c'est ce que je pense. Mm. La semaine dernière, à la même heure, au même moment, il y avait Mélanie qui prenait la parole et qui parlait justement de la fausse couche. Et je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence, que Mélanie qui a fait aussi la formation avec Romero, Mélanie Belcaïs. D'accord, ok. Et donc, du coup, voilà, il y a un lien entre vous deux. Et Mélanie disait en fait, lors de sa fausse couche, et je répondrai après pourquoi je fais le lien, mais lors de sa fausse couche, les 2 fausses couches, après les avoir faites, ça a été difficile parce qu'elle voulait un enfant. Et en fait, les 2 âmes qui sont venues, eh bien maintenant, ce sont ses guides de vie. Et il l'accompagne au quotidien. Il l'aide à se déployer. Et vous verriez, Mélanie, vous l'avez vu pour toutes les personnes qui l'ont vu au Festi Insta, mais elle a une puissance à l'intérieur d'elle. Elle déploie un truc. Et en fait, les 2 fausses couches, donc les 2 âmes qui sont venues les visiter, elles sont venues la visiter. Et après, elles sont reparties. Mais elles l'ont aidée et elle l'envoie, quoi. Elle a une assise vraiment dans son corps. Il y a quelque chose de très très puissant et elle se sent soutenue au quotidien. Ah ouais. Et autre chose que j'ai pu observer souvent aussi, c'est que suite à une fausse couche, la fausse couche en fait va engendrer un, un éveil de conscience dans le couple. C'est très fréquent où j'ai eu des femmes qui sont venues me voir en me disant bah voilà j'ai fait une fausse couche, je comprends pas physiologiquement mais médicalement il y a rien, tout va bien, j'aimerais retomber enceinte, j'ai peur de refaire une autre. Et en fait la fausse couche va les amener sur un chemin d'éveil qu'elles n'ont pas du tout pris en temps normal. Et en fait, quand je suis témoin de ça, je me dis que en fait, c'est juste magnifique et que cette petite âme qui s'est incarnée et qui est repartie,
a juste permis à cette personne de d'éveiller son champ de conscience, sa vision de la vie en lien avec la spiritualité et d'autres thématiques. Mais en fait, ce que j'observe aussi, c'est que les bébés qui arrivent aujourd'hui, c'est des âmes qui sont quand même hyper puissantes, c'est des hyper connectées, hyper éveillées, hyper anciennes, et elles ont besoin d'avoir des parents qui sont à la page quelque part. Et donc du coup, voilà, vraiment j'observe ça souvent dans la fausse couche, c'est que c'est un travail préparatoire, cette première fausse couche, pour ensuite pouvoir accueillir ce bébé qui va arriver par la suite dans des conditions, on va dire, plus favorables. Voilà. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Je reprends, Amandine, tu disais IVG c'est plutôt volontaire de ce que je comprends et fausse couche ça ne l'est pas. Alors en effet, et j'ai posé la question parce que en effet, a priori, dans un cas c'est un choix et dans un autre cas ce n'est pas un choix. Mais c'est de l'a priori parce que comme on vient de l'échanger, en fin de compte, on se croit libre et nous sommes libres. On a quand même du libre arbitre en tant qu'être humain, mais en fin de compte, on est quand même régi par des schémas familiaux. Et quand tu disais tout à l'heure, on vient pour casser la lignée, et bien en fait, il y a comme une force intrinsèque au-dessus de nous qui va nous aider en fait. Et quand une femme, elle fait une IVG, bien sûr, on pourrait se dire c'est son choix, mais des fois, s'il y a une force de vie, quelque chose qui lui dit non, qui lui susurre à l'oreille, elle a peut-être pas conscientisé, mais c'est là et qui lui dit c'est le moment de t'aider, de casser la lignée pour guérir. Et ben en fait, c'est son choix, mais voilà, c'est les lois du vivant en quelque sorte qui vont décider des fois, je pense. Complètement, ouais. Sur Notaire, tu dis chaque femme dans ma lignée de femmes a vécu 2 pertes. Fausse couche ou 2 avortements pour moi et une chaque pour ma sœur, ok. Et tu dis, est-ce qu'une interruption volontaire peut être liée d'une certaine manière à des fausses couches dans la lignée? Ça peut. Ouais, ça peut. Il faut aller. C'est vraiment du cas par cas, hein, l'analyse transgénérationnelle. Donc, il faut aller éplucher les histoires, regarder les dates, les événements traumatiques dans la vie de chacune des ancêtres. Voilà, mais effectivement, oui, ça peut être lié aussi. Ouais. Et Aline, tu dis que pour toi, ça t'a fait ressortir la blessure d'injustice, que c'est dur de se dire que c'est physiologique pour l'instant. Ouais, j'entends complètement, hein. C'est tout un processus d'acceptation et voilà, c'est encore ces fameuses 7 étapes du deuil, hein. C'est pareil pour la fausse couche. Donc voilà, c'est à traverser. Ah oui, ça c'est une question que je me suis posée aussi sur Notaire, merci de la poser. J'ai visualisé que le sang qui coulerait nettoierait mes lésions d'endo suite aux IVG. Et je me suis posé la question parce qu'il y a quand même un lien parfois entre des pathologies féminines, des troubles gynécologiques et puis c'est ce qui s'est passé en soi. Ouais. Ah ouais, il y a tout un tas de possibilités et de choses qui peuvent s'expliquer, voilà, en fonction de l'histoire de chacune. C'est vraiment du cas par cas. Merci Marie. Merci Amandine. Je suis vraiment ravie d'avoir pu partager sur cette thématique et voilà, puis d'avoir eu ces interactions avec les participantes, c'est vraiment super chouette. Je suis très contente d'avoir pu m'exprimer sur le sujet. Merci à vous d'avoir témoigné et pour vos partages. C'est pas évident de témoigner comme ça de manière publique, mais plus on le fait et plus ça change. Ah, sur Notaire, c'est Elsa, coucou. Et plus on témoigne et plus ça change de choses en nous. Marie, est-ce que tu peux, pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure quand on en a parlé, est-ce que tu peux nous dire comment on peut te retrouver, comment on peut retrouver mon IVG sacré, chemin de naissance? Ouais. Vous avez le compte Instagram Mon IVG Sacré, déjà. Il y a le compte Instagram Chemin de Naissance aussi. Mon IVG Sacré, si vous voulez envoyer vos récits, vos témoignages d'IVG, vous pouvez nous les envoyer à monivgsacré@gmail.com. Voilà, on pourra les partager, les diffuser. Si vous voulez participer au podcast aussi prochainement, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur la boîte mail et puis on vous contactera pour un échange enregistré. Et puis après, il y a mon site internet www.chemindenaissance.com, voilà, si vous voulez en savoir davantage.
Voilà. Sur le site, oui, merci Marie. Sur le site internet Chemin de naissance, vous retrouverez les différents accompagnements de Marie, comme je le disais, qui est un accompagnement de doula, mais aussi sur toute la sphère du féminin sacré. Et aussi, si vous avez envie de vous faire plaisir, la boutique, elle est trop chouette. C'est vraiment une boutique Ouais, de c'est femmes, chouette. en fait. Merci Amandine. Et c'est vrai que les Lionis Team, j'ai commencé à les créer parce que j'ai commencé de manière, on va dire, artisanale et à force, quand on pratique régulièrement, en étant assise à genoux, les fesses en l'air, ça peut être inconfortable au bout de quelques temps. Donc voilà, là, il y a la petite boîte sympathique sur laquelle on peut prendre le temps pour soi. Et vraiment, voilà, je vois ça aussi un peu comme un trône, tu sais, c'est ton moment de déesse que tu t'offres. Voilà, c'est assez sympa de pouvoir s'accorder ce moment à soi. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Euh, Je suis vraiment fan du Unistime. Pour l'IVG, je disais, on peut le faire avant l'IVG et une fois que les mm, saignements sont passés, on peut aussi l'utiliser après. Et puis même 10 ans après, enfin, même si l'IVG a eu lieu tardivement, enfin il y a longtemps, le Unistime est vraiment voilà, un puissant rituel de guérison. On peut mettre tout un tas d'intentions avec les plantes qu'on va choisir pour venir mm. purifier, nettoyer, ramener de l'amour et de la douceur dans cette zone qui a pu être traumatisée pour certaines femmes avec des IVG traumatiques. Donc franchement, voilà, n'hésitez pas si vous cherchez un rituel. Et pour moi, c'est un des rituels les plus puissants aujourd'hui que j'ai expérimenté. Je confirme. Moi, j'ai vu une femme qui avait vécu une IVG traumatisante et ça l'a transformée. Ouais, Et ça faisait des années qu'elle n'avait pas dit je t'aime à son compagnon et à quelqu'un de sa famille. Et vraiment, ça a créé une ouverture. Mais enfin voilà, je confirme. ouais, super pour Mm. ce témoignage aussi. Eh bien, écoutez, merci à toutes d'avoir été là parmi nous. Merci Marie de parler de l'IVG sacré. C'est des sujets, je pense qu'en tant que femme, ils nous font chaud au cœur. Et pour moi, ça guérit l'inconscient collectif. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. c'est, Mm. c'est un enjeu pour toute la société. Et quel rituel? Oh, Boubou, je ne sais pas de quoi tu parles. On parlait de... Alors, Yoni Steam, c'est Y-O-N-I et Steam. Voilà, Yoni Steam, les bains de vapeur. Exactement. Et donc sur Chemin de naissance, vous pourrez en voir plus en détail. Donc merci parce que c'est pas que les femmes qui ont vécu des IVG que ça concerne, c'est tout le monde et ça concerne les hommes aussi bien sûr. Ouais, on a moins parlé des hommes, mais voilà, on aurait tant de choses à dire, mais c'est vrai que pour le compagnon, c'est aussi vraiment important d'être accompagné, de communiquer. Et bizarrement, enfin bizarrement non, mais dans mon expérience personnelle, mon conjoint l'a beaucoup plus difficilement vécu que moi. Il a mis plus de Mm, temps à s'en remettre. Et voilà, et accueillir la parole des hommes aussi dans ces expériences, c'est hyper important. mm, Donc, mm. voilà, fallait le dire avant de terminer. Oui, avant de terminer. Voilà. Et profite bien du Mexique. Merci. Et nous, on se retrouve pour la suite du Festi Insta. Donc c'est le dernier rendez-vous, on en profite. Ce sera avec Sarah pour parler alimentation grossesse. Sarah, c'est vraiment la pro, la référente de l'alimentation vivante. Et on va parler de l'alimentation avant de concevoir, pendant la grossesse et en postpartum. Et elle va nous donner plein de clés pour pas subir. Et surtout, on verra que quand on a une mauvaise alimentation, on va désacidifier le corps et on risque de pomper dans ses réserves énergétiques et pas être en forme quand on aura son bébé. Donc, ce sera plein de clés aussi. Pareil, j'ai trop hâte de partager sur ce Ça a l'air sujet. génial, super. Ouais, c'est super. Ouais, vraiment top. Voilà. Oui, ça va couper dans une minute. Je vous fais des gros gros bisous. Merci Merci. Marie. Gros Merci pour ton bisous. temps. À C'est bientôt. génial. À Prenez soin bientôt. de vous. Ciao, bye bye. Merci, ciao.